Il paraît que je suis le clou, donc on va enfoncer le clou maintenant. Juste avant de rentrer dans le sujet, donc vous avez vu sur la petite présentation de la page précédente, il y avait marqué professeur HEC et puis président de Goodwill Management. J'interviens peu à HEC, je fais 40 ou 50 heures par an. Le gros boulot que j'ai, comme la plupart des gens qui sont dans cette salle, c'est de développer ma petite entreprise. Et par les temps qui courent, je suis solidaire de tous ceux qui ont du mal, parce que c'est pas si facile que ça. Goodwill Management, voilà, vous voyez le logo là-haut, c'est un cabinet de conseil que j'ai créé il y a 10 ans. On est aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs à Paris, et on a deux métiers, la mesure du capital immatériel et la mise en œuvre en entreprise de démarches RSE. Dans le contexte que tout le monde connaît, ce sont des sujets qui aujourd'hui sont pas si faciles à vendre, même si je suis parfois surpris de voir que, alors que le contexte est pour le moins morose, il y a des entrepreneurs responsables qui se mobilisent maintenant pour aller plus vite et plus loin dans ces directions-là. Voilà. Alors il y a un deuxième logo dont je vais être amené à parler sur le premier transparent, c'est le logo du label Lucie. Donc Goodwill Management a pris une participation dans une petite agence qui s'est créée il y a 4 ans, qui s'appelle l'agence Lucie. De proche en proche, on m'a demandé de m'occuper de cette entreprise-là aussi, 4 collaborateurs. Et en fait, on délivre un label qui est le premier label français pour les PME et les TPE, aligné sur les exigences de l'ISO 26000. Donc après une évaluation qui est faite soit par la FNOR, qui est un de nos actionnaires, soit par Vigéo, il y a, si le score est suffisant, délivrance du label. Et donc ce que je vais vous raconter maintenant, je n'en dirai pas plus sur les deux entreprises qui sont sur cette première page, mais ce que je vais vous raconter maintenant, ça découle pour beaucoup, bien sûr, de mon expérience, soit comme promoteur de la RSE en France, soit comme évaluateur du capital immatériel. Alors je connais Adour Compétitivité et toute l'équipe depuis déjà plusieurs années. Et donc, voilà, je vais partager avec vous d'autres expériences que celles que vous avez déjà, qui sont très nombreuses autour de ces sujets. Et en fait, la thématique que j'aborde maintenant, c'est la thématique vraiment de la performance économique de la RSE. Alors pourquoi parler de la performance économique de la RSE ? C'est très simple, pour ceux qui sont dans la salle comme moi-même, qui sommes vraiment motivés pour faire en sorte que l'économie devienne plus responsable. Parce que pour moi, j'ai une conviction chevillée au corps, c'est que c'est l'irresponsabilité qui crée la pauvreté. On n'a qu'à se souvenir de ce qui s'est passé avec la crise des subprimes en 2009. C'est bien l'irresponsabilité qui crée la pauvreté et la responsabilité qui crée la richesse. Sauf que ça ne se démontre pas en un claquement de doigts. Or, si nous arrivons à faire la démonstration qu'il y a une relation positive à établir, qui existe, entre performance économique et RSE, alors à ce moment-là, tout le monde va y aller à fond. Il n'y aura plus personne à se poser la question de savoir, tiens, mais finalement, est-ce que j'ai intérêt, est-ce que ça fragilise mon entreprise ou pas ? Tout le monde fonce. Alors que si l'établissement de cette relation entre RSE et performance économique est moins évident, ça va rester compliqué. Voilà. Donc, vous voyez le plan de mon intervention. Premièrement, la RSE est partout. Elle a profondément changé petit à petit le paysage de nos activités en l'espace de 10 ans, même s'il y a encore beaucoup à faire. Deuxièmement, je vous montrerai ce qui est, de mon point de vue, la relation entre RSE et création de valeur. Ensuite, on verra que dans cette relation, il y a 2 impacts potentiels. La RSE peut impacter votre compte de résultat positivement, et puis la RSE peut impacter les ressources qui vous permettent de générer des profits futurs. Et c'est là que nous viendrons sur le capital immatériel, sujet qui est déjà très très largement abordé ici. Voilà, donc premièrement, la RSE est partout. C'est pas ce qui apparaît le plus évident sur la première. Voilà, je vous présente premièrement ce que l'on peut appeler RSO, responsabilité sociétale des organisations, et RSE, responsabilité sociétale des entreprises. RSO, ça englobe plus large, c'est-à-dire aussi bien les organisations non marchandes que marchandes.
Alors on en a un petit peu parlé pendant l'après-midi. Il y a une norme qui a été publiée en mois de novembre, début novembre 2010, et qui en substance met tout le monde d'accord au niveau mondial sur ce que c'est que la RSO, ou sa déclinaison pour les entreprises commerciales, la RSE. Voilà. Alors c'est une norme un peu longue, mais on va la regarder quand même ensemble si vous voulez bien, parce qu'elle est très dense et elle est très importante. Donc selon l'ISO 26000, la RSO ou la RSE, c'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts et décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui, premièrement, contribue au développement durable. Bon, donc on voit très bien ici que la RSO se raccroche, c'est la déclinaison pour les personnes morales du développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société, prend en compte les attentes des parties prenantes. Point très important, l'activité économique selon la RSO ou la RSE, ça consiste effectivement à identifier ce qu'attendent toutes les parties prenantes de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, l'environnement, la société civile, etc., etc., les actionnaires, ne les oublions pas, et non pas simplement à chercher à créer de la valeur pour l'actionnaire. Troisièmement, respecte les lois en vigueur, est en accord avec les normes internationales de comportement. Ici, on voit qu'on ne peut pas se déclarer responsable au plan social et environnemental si on est en infraction avec la réglementation, mais on prend instantanément conscience également que cette conformité à la réglementation, ce n'est pas un argument, c'est un préalable. Vous ne pouvez pas dire je fais du développement durable parce que je respecte la réglementation. Il faut en plus, ligne du dessus, prendre en compte les attentes des parties prenantes qui ne sont pas nécessairement couvertes par la réglementation. Et puis dernièrement, est intégré dans l'ensemble de l'organisation, mis en œuvre dans ses relations, phrase qui apparaît comme ça un peu bateau, un peu évidente, mais qui signifie un truc très très important, c'est que l'entreprise responsable est une entreprise à l'intérieur de laquelle le développement durable est présent partout, c'est-à-dire ça fait partie de votre ADN. Ça n'est pas une petite cellule indépendante du reste de l'entreprise qui s'occupe de ces questions de responsabilité pendant que tout le reste de l'entreprise fait autre chose. Voilà. Hein, intégré dans l'ensemble de l'organisation, ça doit percoler au plus profond. Voilà. Alors, si vous me permettez une seconde ou une minute, c'est la minute de philosophie, c'est pas de la grande philosophie, c'est avec un petit p, mais c'est intéressant et important vu de ma fenêtre. Vous voyez que la RSE ne se limite pas à un respect de la réglementation, c'est une attitude proactive. Je vais à la rencontre de mes parties prenantes et j'essaie d'établir ce que sont les attentes de mes parties prenantes pour que ma politique en tienne compte. Voilà. Et c'est toute la différence qui existe entre l'éthique et l'honnêteté. Alors qu'est-ce que c'est que cette nuance subtile entre la notion d'éthique d'un côté et la notion d'honnêteté? L'éthique, si on prend une présentation assez, je dirais, générale et simple de l'éthique, c'est la recherche du succès pour tous et pas seulement pour soi. Voilà. Je vais vous économiser la phrase d'Emmanuel Kant qui dit la même chose en des termes beaucoup plus compliqués. À la fin de la journée, la recherche du succès pour tous et pas seulement pour soi, ou bien alors selon dans la religion chrétienne, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est ça l'éthique. Voilà. L'honnêteté, c'est pas ça. L'honnêteté, c'est je dis ce que je fais ce que je dis, je suis transparent, je me mets en conformité avec les règles et les lois qui sont applicables dans l'endroit où je me trouve, et je respecte tous mes engagements. Voilà. Et bien ça apparaît, on ne dirait pas comme ça, mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Petit exemple, en 2003, Nike se fait épingler, ce n'est pas la seule entreprise, mais celle-là tout le monde connaît. Nike se fait épingler parce que c'est une entreprise qui fait travailler des sous-traitants en Asie du Sud-Est, et les sous-traitants en question font eux-mêmes travailler des enfants dans des conditions absolument épouvantables pour fabriquer les ballons, enfin les produits Nike. Voilà. Alors, ce faisant, Nike est une entreprise parfaitement honnête. Parfaitement honnête. Nike n'a forcé personne. Nike n'a violé aucune loi. Nike a établi des contrats en bonne et due forme et les a respectés. Nike n'a pas cherché à faire ça en catimini, etc., etc. Vous avez donc là une société honnête. Alors maintenant, on peut discuter du fait que ce faisant, Nike était une société éthique.
voilà, appliquant les principes du développement durable. Fondamentalement, on peut en discuter longtemps, ce n'était pas mon propos de rentrer dans un débat là-dessus avec vous concernant une entreprise en particulier, mais vous voyez la nuance. Donc ça veut dire que la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est bien ça, c'est l'intégration, c'est marqué d'ailleurs, hein, l'intégration de l'éthique dans le fonctionnement de l'entreprise. Alors une fois qu'on a dit ça, on regarde un peu ce qu'il y a dedans, cette fameuse norme, vous avez 7 questions centrales, c'est-à-dire 7 têtes de chapitre, avec plein de sous-chapitres en dessous, qui effectivement sont les orientations, les incitations, on pourrait dire aussi peut-être pourquoi pas les exigences de l'ISO 26000 pour que l'entreprise puisse se définir comme responsable. Premièrement, respect des droits fondamentaux de la personne. Ah bah oui, à minima, on respecte les droits de l'homme. Deuxièmement, l'entreprise responsable a une politique managériale et sociale qui couvre un certain nombre de thématiques, formation, employabilité, dialogue social, équité des rémunérations, transparence, etc., etc. Troisièmement, gestion de la relation consommateur. L'entreprise responsable respecte ses consommateurs. Là, à nouveau, il y a plein de thématiques. Santé, sécurité du produit pour le client ou le consommateur, clarté des contrats, respect de la parole donnée, pas de publicité mensongère, etc. Ensuite, quatrièmement, bonne pratique des affaires. Là derrière, on va trouver tout ce qui touche notamment à la relation fournisseur responsable, c'est-à-dire je suis vigilant pour ne pas faire travailler des fournisseurs peu scrupuleux, je respecte mes fournisseurs, je respecte les contrats que j'ai établis avec eux, je ne les casse pas de façon unilatérale, etc. etc. Le gouvernement d'entreprise va, pour sa part, c'est un chapitre qui va couvrir la manière dont l'entreprise s'est organisée au niveau de ses organes de direction pour fonctionner avec éthique et transparence et intégrer notamment le développement durable. Très difficile pour une entreprise de se mettre en conformité avec tout ça si les actionnaires et les administrateurs n'en ont que faire. Sixièmement, pardonnez-moi, la protection de l'environnement. Attention, un chapitre parmi 7. Hein, la RSE n'est pas simplement une question environnementale. Et enfin, l'établissement de relations avec la société civile, recherche d'un développement économique local, participation à des actions d'intérêt général, etc., etc. Donc vous voyez que ça couvre beaucoup de sujets. Fondamentalement, c'est ce qu'on voyait dans la définition, ça percole dans tous les domaines d'activité de l'entreprise. Alors ce que vous avez sur la droite du transparent, ce sont des méthodologies qui aujourd'hui sont disponibles. Alors j'en ai pris un tout petit échantillon, puis il y en a plein, et qui vont pouvoir aider l'entreprise à mettre en œuvre sa démarche de développement durable. Sigma là-haut, c'est une méthodologie de l'équivalent de l'AFNOR, le British Standard Institute. Je pensais à parler de ma méthode à moi, ce qui est charité bien ordonnée, Thesaurus 26000. En dessous, vous avez AFAC 26000, qui n'est pas une méthode de mise en œuvre de la RSE dans une entreprise, mais qui est une méthode d'évaluation. C'est-à-dire que notamment, on a parlé à l'instant du label Lucie. Avant de délivrer le label Lucie, il y a un audit. Et l'audit peut être fait par l'AFNOR ou bien par Vigeo. Si c'est l'AFNOR qui vient auditer, c'est la méthode AFAC 26000 qui est mise en œuvre. Et puis, si on a le nombre de points suffisant et qu'on s'engage dans la durée, on peut prétendre au label. L'agenda 21, ça c'est la RSO, mais pour les collectivités territoriales. Voilà. Et puis vous avez aussi toute une batterie de labels qui aujourd'hui permettent de témoigner de l'engagement de l'organisation dans le domaine du développement durable. Je ne vais pas trop développer, mais sachez qu'ils existent. Alors effectivement, ce que l'on peut dire après à peu près, je dirais une dizaine d'années de montée en puissance de la... C'est plus que 10 ans dans toute rigueur, mais de montée en puissance de la RSO ou de la RSE autour de nous, eh bien c'est que petit à petit, et c'est très bien, ça s'invite dans toutes les activités économiques. Moins vite de mon point de vue qu'il ne faudrait. Ça c'est le verre à moitié vide. Mais c'est présent partout. Et ça c'est le verre à moitié plein, et c'est une source d'encouragement. Vous voyez ici un petit échantillon. Alors des exemples comme ça, j'en ai mais à la pelle des centaines. On a une base de données de bonnes pratiques de développement durable en entreprise chez nous et on voit plein de choses. Vous voyez là-haut ce kayak en fibre de lin qui est fabriqué par une PME en Bretagne.
Le sèche-main Dyson que vous connaissez, qui est une merveille d'éco-conception et consomme 5 fois moins d'énergie pour le même résultat, sécher les mains. Et puis en plus, l'air qui est pulsé sur vos mains est un air purifié, alors qu'un sèche-main traditionnel, il reprend l'air dans la pièce où il est. Ici, un composite qui sert à faire des intérieurs de portes de voitures. Je crois que ça, c'est un intérieur de Cherokee en chanvre. Donc si vous n'avez pas le moral, en plus, vous pouvez filmer un petit peu. Là-haut, vous voyez un capteur photovoltaïque souple qui se déroule sur le toit d'un entrepôt et qui permet en même temps de faire membrane d'étanchéité, production d'énergie photovoltaïque, etc., etc. Le vélo à assistance électrique qui a un très fort succès maintenant, des bioplastiques alimentaires. Les polaires Patagonia, là, vous savez, qui sont faits avec des bouteilles en plastique recyclé. Voilà. Donc on voit effectivement énormément d'initiatives, de ce qu'on appelle aussi un peu le green business, voilà, qui sont aujourd'hui des réussites. Un petit peu partout autour de nous. Et puis ça va en grandissant. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, en espace d'une dizaine d'années, c'est un petit peu la tendance que nous avons observé. La RSE est partout. Alors maintenant, est-ce que tout ce que j'ai raconté ici, voyez-vous, est-ce que c'est des gens qui, à un moment donné, ont eu l'idée qui va bien, qui ont réussi, qui ont percé dans une niche, et puis globalement parlant, ce sont, comme disait monsieur tout à l'heure à la tribune, quelques stratégies océan bleu dans un contexte général où la RSE n'est pas facile à mettre en œuvre et a plutôt tendance à fragiliser les entreprises, où y aurait-il, et c'est tout le point intéressant bien sûr pour ce déploiement de la RSE, y aurait-il une relation positive, la capacité de combiner la RSE et la performance économique avec un « et », un opérateur logique « et », et non pas avec un « ou ». Parce que si on le fait avec un « ou », on est dans la recherche du compromis, on ménage un peu la chèvre et le chou, mais on n'est jamais pleinement satisfait. Alors, on va voir que la relation, effectivement, peut se décrire de cette façon. Voilà. Ça, c'est le summum de ce qu'est capable de faire un consultant. Une matrice à 4 cases. Vous voyez ? Bon. Voilà, donc je ne fais pas mieux, hein, bien sûr. Bien, donc vous voyez que tous les jours, dans vos entreprises, en tant que dirigeant, vous agissez, vous bossez, vous établissez des plans à court terme, des plans à moyen terme, des plans à long terme, vous prenez des décisions. Les décisions en question peuvent n'être pas rentables, malheureusement ça arrive, ou bien elles sont rentables. Deux cas de figure, c'est l'un ou c'est l'autre. Et puis elles peuvent être responsables ou pas. Alors si vous êtes dans la case en haut à gauche, vous faites du développement durable militant. Voilà. Et si vous allez trop loin dans cette direction-là, à fond la caisse, vous êtes un Khmer vert. Vous voyez ? C'est-à-dire, effectivement, on pompe tout ce qu'on veut, mais on y va. Bon, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas baser une politique de développement durable d'entreprise là-dessus, parce qu'au bout d'un moment, l'entreprise, elle est à court de fonds propres, puisqu'elle ne génère plus d'excédents. Bon, donc on peut on peut avoir les bonnes œuvres, avec un petit peu de la rentabilité. On a des activités qui ne rapportent pas grand-chose. Je subventionne une ferme qui fait de l'élevage de spiruline en Afrique. C'est une petite algue microscopique extrêmement puissante sur le plan nutritif. C'est génial, ça ne me rapporte rien. Je peux le faire un peu, mais je ne vais pas passer tout mon bénéfice là-dedans, bien sûr. Alors la deuxième case, vous voyez, c'est pas rentable et c'est pas responsable. Donc là, il faut être con, ou très malade. Dès qu'on a pris conscience qu'on est dans cette case-là, on en sort évidemment. La troisième case ici est une case importante, parce que on n'y échappe pas en tant que dirigeant. Voilà, hein. Quand bien même on a l'intention de faire du mieux qu'on peut, on ne fait pas l'omelette sans casser des œufs, il y a des situations où on doit prendre des décisions qui sont rentables et qui ne sont pas RSE. Et là, on a un dilemme. Et on doit vivre avec ça, sachant que bien sûr, l'objectif, c'est d'y être le moins souvent possible. Et puis le dernier cas de figure, c'est la bonne case, cette fameuse case où on combine RSE et performance économique avec un « et », c'est rentable et c'est responsable. Alors la question est, comment est-ce qu'on peut agrandir cette fameuse case-là ? Eh bien en fait, en y ayant pas mal réfléchi, nous sommes arrivés à la conclusion que vous avez 4 possibilités.
La première possibilité, c'est qu'en écoutant aujourd'hui ce qu'attend le marché, et en ayant une empathie, une sensibilité, même à des attentes implicites et non pas explicites des clients, on peut arriver, grâce au développement durable, à vendre plus et mieux. La société que je cite ici, c'est une société de la région, la société Regain, qui se trouve du côté de Toulouse, qui est une PME d'une vingtaine de personnes qui fabrique des pulls, qui a une très très belle démarche d'éco-conception de ces pulls, et qui développe très très bien ses ventes avec des vêtements responsables. Voilà, c'est une entreprise labellisée Lucie, on les a connus comme ça, et vraiment c'est chouette à voir. Voilà. Elle combine sans aucun problème performance économique et responsabilité. La deuxième société, je vais prendre un exemple juste après, c'est la plus grosse foncière de bureaux en France, Gecina, un programme d'exigence sur l'éco-construction qui est de très très haut niveau, et nous avons établi un bilan économique qui montre que c'est rentable de fabriquer des bâtiments éco-construits. Le troisième point, on en a parlé tout à l'heure parce que c'est un partenaire d'Ideso, c'est Generali. Generali aujourd'hui délivre des contrats d'assurance avec des primes à taux préférentiels pour les entreprises fortement engagées dans la RSE, parce qu'ils ont compris que la RSE permettait de réduire les risques et de réduire la sinistralité. Donc, vous voyez, sur le programme d'éco-construction, on est dans la chasse au gaspillage responsable, on fait des économies. Pour ce qui concerne Generali, on réduit le risque. Voilà. Un risque, qu'est-ce que c'est? C'est un coût futur qui va arriver avec une certaine probabilité. Et donc, on réduit la probabilité avec la RSE. Et puis, le dernier point, sur lequel je terminerai l'exposé tout à l'heure, c'est que la RSE nous permet aussi de fabriquer du capital immatériel. Alors je prends l'exemple de nouveau du sèche-main Dyson. En fait, on se rend compte qu'ils ont intégré une exigence environnementale dans la fabrication de leur appareil, mais pour arriver à le mettre au point, ils ont fait de la R&D, ils ont déposé plein de brevets, et un brevet c'est un actif immatériel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a de la valeur et qui est indépendant du produit qui l'embarque. Parce que vous pouvez le remettre dans d'autres produits, vous pouvez le céder en licence, etc. etc. Voilà. Donc c'est un actif immatériel. Et en éco-construisant ce produit, Dyson a fabriqué une partie, bien sûr, de son propre capital immatériel. Alors vous voyez que quand vous êtes sur la RSE qui vous aide à vendre, qui vous fait faire des économies ou qui réduit vos risques, ça vous génère un impact sur votre compte de résultat. Quand vous avez de la RSE qui impacte votre capital immatériel, eh bien, vous êtes dans une situation où ce n'est pas le compte de résultat qui bouge, c'est la capacité à générer des profits futurs. Parce que les actifs immatériels, on va le voir juste après, ce sont des ressources dont vous disposez, qui sont des ressources fragiles, mais qui sont sources de profits futurs. Et donc on va voir qu'il y a ces deux impacts de la RSE sur l'économie de l'entreprise qui sont cumulatifs. C'est très intéressant de voir ça. Alors, je vais passer rapidement, bien sûr, sur les deux thématiques. Impact de la RSE sur le compte de résultat. Ben voilà, il y a une étude du Centre d'études techniques des industries mécaniques et de l'École supérieure de commerce de Saint-Étienne qui s'est penchée sur une trentaine de produits éco-conçus. Et la conclusion de tout ça, c'est que dans 28 cas sur 30, l'éco-conception est positive pour l'économie de l'entreprise. C'est-à-dire soit elle améliore les marges, soit elle améliore les ventes. 28 cas sur 30. Donc là, on est dans une situation qui confirme un peu l'expérience Regain, c'est-à-dire je fais de l'éco-conception, et effectivement, j'améliore la performance économique de mon entreprise. Ici, j'ai le droit, et j'en suis très heureux, de vous partager avec vous des résultats de ce qu'on fait pour la société Gecina. Alors, ce sont des études qui nous sont confiées, on a une méthodologie spéciale pour ça, où on nous demande effectivement de regarder tout ce que l'éco-construction va permettre d'apporter à, ici, c'est l'économie d'un bâtiment. Alors ce premier bâtiment se trouve à la Garenne-Colombes, qui fait 20 000 m², il s'appelle Newside. Et on nous a demandé de comparer ce bâtiment qui a des très hautes exigences environnementales et des très belles exigences de conception pour le bien-être des occupants avec un standard Île-de-France neuf. Voilà. Alors on a montré, vous voyez là-haut, à gauche,
qu'il y avait entre le standard, ce qui se fait de neuf en moyenne aujourd'hui en Île-de-France, et puis l'immeuble Newside, on avait un écart en économie annuelle de coûts évités de 242 kg/€. Alors qu'est-ce qu'il y a là derrière? Des économies d'énergie, des économies d'eau, des économies de maintenance, des économies de réaménagement, etc., etc. Et puis on a fait une autre découverte, et on ne s'y attendait pas, c'est que dans un bâtiment qui est très bien éco-construit, eh ben, les collaborateurs vivent mieux et travaillent un peu plus vite et ont un tout petit peu moins d'absence. Alors, deux exemples, le modèle est plus complexe que ça, mais deux exemples pour illustrer le propos. 15% des arrêts maladie dans un bâtiment, c'est des pathologies respiratoires, avec la clim qui transporte des microbes, etc., etc. Dans un bâtiment très bien éco-conçu, avec une très très bonne gestion du renouvellement de l'air et de la climatisation, vous pouvez diviser ces pathologies par 3. Et on a des publications académiques sur tous ces sujets-là. On a récupéré des travaux en Finlande, aux États-Unis, en Allemagne, etc., etc. Donc on ne s'appuie que sur des publications académiques. La deuxième chose, à nouveau, publication académique à l'appui, votre vitesse d'exécution d'une tâche à l'intérieur d'un bureau chute à une vitesse vertigineuse en fonction du bruit. Voilà. Et dans des bâtiments bien éco-construits, vous avez effectivement une performance acoustique de très haut niveau et vous travaillez plus au calme, même quand vous êtes dans des plateaux avec open space. Et le résultat des courses, ça représente une économie pour l'occupant, vous voyez, qui est à 50% du montant de ce qu'il paye en loyer, c'est pas rien. On a refait le même exercice avec ici ce bâtiment, voyez-vous, que vous le connaissez peut-être, qui se trouve sur la dalle Beaugrenelle, là, qui ressemble un peu à une pyramide, qui s'appelle Mercure. Et là, on a fait une comparaison entre Mercure rénové à la mode Gessina et Mercure rénové, je dirais, à minima. Voilà. On a des économies à l'arrivée pour l'occupant qui sont de 38% du montant du loyer annuel, c'est énorme. Donc là, vous avez un deuxième exemple, la RSE vous fait faire des économies. Ici, j'ai un troisième exemple, la RSE vous fait faire des économies. Tous les ans, depuis 5 ans, on fait le bilan économique de la politique sociétale de la SNCF. Donc tous les ans, la SNCF engage des montants substantiels au profit de la société civile. Et la question qui nous a été posée, c'est pourriez-vous mettre en évidence un retour sur investissement pour nous et un retour sur investissement pour la société civile? Dans les deux cas, on arrive à montrer que la quasi-totalité de ce qu'ils font, c'est rentable pour la société civile et pour eux. Voilà, par exemple, on a montré que le fait que la SNCF envoie des cheminots dans les écoles pour donner des cours aux enfants, eh ben, c'était intéressant pour la SNCF elle-même, parce qu'après les cours, les gamins tirent moins le signal d'alarme pour faire les imbéciles. Et un signal d'alarme tiré, c'est un train immobilisé 15 minutes, et un train immobilisé 15 minutes, ça coûte beaucoup plus cher que d'envoyer un cheminot dans les écoles. Donc c'est rentable. Voilà. Alors vous voyez, c'est toujours des bilans en euros. Ici, je vous donne un autre exemple. La RSE vous fait faire des économies. Vous mettez en place un plan drastique de rationalisation de votre supply chain. Et à la fin de la journée, donc là c'est un exemple tout à fait concret, c'est un de mes associés qui fait ça. Vous voyez, entre un réseau logistique européen non optimisé et optimisé, vous avez 12% d'économie de budget, vous avez 4 millions de kilomètres économisés par an, et vous avez 1240 tonnes de CO2 économisées par an. Donc tout ça, ça se calcule. De la même façon que nous avons été amenés également à faire un calcul ici sur la réduction du risque. Et ça, c'est ce sujet-là dont Generali tient compte pour accorder des primes à des tarifs préférentiels. Un accident de travail, c'est 4 fois son coût direct. Voilà, en moyenne. Quand vous prenez en compte tous les coûts cachés, vous avez 4 fois le coût direct. Voilà. Et donc ça veut dire, on a fait un bilan économique qui montre que même quand vous avez un taux de fréquence assez faible d'accident du travail, le fait de l'améliorer, ça vous fait faire encore des économies. En comparant l'investissement dans la progression que vous faites de votre politique sécurité avec le coût évité correspondant. Voilà. Et donc de nouveau, on est capable de dire au manager le plus cynique, si tu n'améliores pas la sécurité de tes salariés au travail pour des raisons éthiques,
fais-le pour des raisons économiques, parce que ça rapporte. Voilà, et donc vous voyez que ça c'est un petit peu un panorama, alors je n'ai pas tout mis là-dessus, mais on a fait des tas et des tas de bilans économiques. Alors s'il y a GDF Suez dans la salle, je ne sais plus où vous êtes là. Donc on avait fait, j'ai mis GDF Suez, mais on a fait le bilan économique de toute la politique développement durable de GDF avant la fusion, voilà, avec Françoise Guichard. Voilà. Donc à chaque fois des bilans en euros. Et à chaque fois, on arrive à mettre en évidence que quand la démarche RSE est conduite avec astuce, bien sûr, qu'on cherche à être dans la bonne case, on combine avec un « et ». Voilà. N'en déduisez pas, vous avez vu les cas de casque tout à l'heure, que par définition, la RSE est rentable. De la même façon qu'il n'y a aucune raison pour dire « tiens, mais par définition, la R&D est rentable » ou « par définition, le marketing est rentable ». Hein, vous vous souvenez la campagne marketing pour la Renault 14, c'était du marketing. On comparait la voiture à une poire, hein, puis ça a tué la voiture. Voilà. Donc c'est pas parce que vous faites, mais ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de dire ah ben dans ces cas-là peut-être que le marketing c'est pas rentable. Bien sûr que c'est rentable, de même que la R&D c'est rentable. Ça dépend de ce qu'on y met. La RSE c'est pareil. Voilà. Capital immatériel et relation avec la RSE. Voilà, donc là je vais vous présenter une approche qui n'est pas exactement l'approche CIM, mais l'important c'est de mesurer l'immatériel. Après il peut y avoir plusieurs approches pour le mesurer. Ici je vous présente une approche qui est l'approche de l'Observatoire de l'immatériel, dont je suis le directeur scientifique, qui est une association qui vise à promouvoir l'immatériel en France, et effectivement qui a un peu codifié ou normé la manière d'évaluer ces richesses fragiles de l'entreprise. Alors je reviens au point de départ du positionnement qu'on peut proposer pour le capital immatériel, en repartant de la façon dont on calcule la valeur d'une entreprise. Par un moyen ou par un autre, quand vous calculez la valeur d'une entreprise, vous évaluez sa capacité à générer des profits futurs. Voilà. Vous utilisez la méthode des cash flows futurs actualisés, ça c'est un petit peu sophistiqué. Vous prenez un multiple de l'excédent brut d'exploitation, c'est plus simple. Et dans tous les cas de figure, vous dites, cette boîte, qu'est-ce qu'elle peut rapporter demain ? Et est-ce qu'elle peut rémunérer mon investissement ? Alors la question est, d'accord, nous, quand on fait du capital immatériel, on dit, ok, l'entreprise veut ses profits futurs, pas de souci avec ça. Simplement, qu'est-ce qu'il faut pour générer de l'EBE ou des cash flows ? Ben, il faut un peu de machines quand même dans les entreprises très tertiaires. Il faut des gens pour faire tourner les machines, il faut des processus pour que les gens ne se marchent pas sur les pieds, il faut des savoir-faire qui donnent à l'entreprise, au produit, l'avantage concurrentiel, il faut une marque qui donne envie d'acheter tel produit, etc., etc. Et ce que vous constatez instantanément, c'est que l'essentiel de ces éléments-là ne sont pas pris en compte par la comptabilité. Dans la comptabilité, vous n'avez pas le droit de mettre à votre bilan les hommes, vous n'avez pas le droit de mettre l'organisation, vous n'avez pas le droit de mettre votre marque, vous n'avez pas le droit de mettre vos bases de données, etc., etc. Tout ça, effectivement, vous ne le mettez pas à votre bilan. La comptabilité l'interdit. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas au bilan que ça n'a pas de valeur. Parce que vous avez une bande de bras cassés, capital humain en mauvais état, ou des clients qui ne payent pas les factures, capital client en mauvais état, votre capacité à générer des profits futurs en souffre considérablement, bien sûr. Donc si ces éléments-là sont des facteurs de production de la richesse future de l'entreprise, alors ils ont de la valeur. Mais un élément que vous possédez et qui est source d'avantages économiques futurs, en finance, ça s'appelle un actif. Donc ce sont des actifs qu'on n'a pas le droit de mettre au bilan, et c'est pour ça qu'on les appelle des actifs immatériels. Des ressources fragiles dont vous disposez et qui sont source d'avantages économiques futurs. La raison pour laquelle le comptable ne met pas ça au bilan, et c'est tout à fait respectable, donc nous on se positionne comme un complément à la comptabilité, pas du tout en opposition, c'est que la vision comptable est une vision prudente. Le comptable dit, tu ne possèdes pas tes collaborateurs, et donc ils peuvent te quitter du jour au lendemain, et donc c'est une ressource très volatile, et donc il est préférable de ne pas la compter au bilan. Donc c'est une mesure de prudence. Et donc nous on va dire, ok d'accord, il y a le bilan classique de l'entreprise avec les ressources qu'on va considérer comme relativement stables, et puis il y a les ressources fragiles et volatiles, et bien celles-là, on peut quand même les compter, même si la comptabilité préfère ne pas le faire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on met dans une autre manière que j'ai
de présenter la chose, c'est de dire la valeur de vos entreprises, c'est du solide, du liquide et du gaz. Le solide, c'est les immobilisations, le liquide, les actifs circulants, le gaz, c'est l'immatériel, et le gaz, vous n'avez pas le droit de le mettre au bilan pour dire les choses un peu simplement. Voilà. En fait, on peut mettre un peu de gaz dans le bilan, mais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on met? Ça, c'est liste des actifs immatériels, École française de l'immatériel. Est-ce que j'ai une bonne clientèle? Est-ce que j'ai une bonne organisation, avec des bons processus? Est-ce que j'ai un bon système d'information? Je suis en ce moment chez un client où j'évalue le système d'information, je vois que les collaborateurs perdent un temps fou à ressaisir les informations d'une application dans l'autre en permanence. Ça leur fait perdre un temps fou, il n'y a pas d'interface, ça c'est un défaut immatériel. Le capital de savoir-faire qui donne au produit votre avantage concurrentiel. Je prends un petit exemple pour bien illustrer ce point. Avec une même matière, vous fabriquez des produits qui ont des valeurs très différentes. Vous prenez une grappe de raisin, avec une grappe de raisin vous pouvez faire une piquette ou bien un grand vin. La différence est immatérielle. Ce n'est pas le matériel qui change. Voilà. Et donc ça veut dire que l'avantage concurrentiel du château qui fait un grand vin, c'est de l'immatériel. De la même manière que l'avantage de l'appareil que j'ai contre le menton, là, c'est pas la valeur de ce truc-là, c'est pas le poids de la ferraille, du plastique, du cuivre et de je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est l'intelligence qui est embarquée là-dedans qui permet d'amplifier ma voix. C'est donc, y compris sur le plan industriel, la réussite est immatérielle. Voilà une conviction forte que je souhaite partager avec vous. Alors je continue, la marque bien sûr. En ce moment, c'est pas marrant de s'appeler Spanghero, parce que quand il y a un pet dans la marque, ça peut tuer l'entreprise. Voilà. Les partenaires avec qui vous co-créez de la richesse, les actionnaires qui ont une forte dimension immatérielle au-delà de l'argent qu'ils vous prêtent. Si vous avez un actionnaire qui est patient, par exemple, et qui vous permet qui n'exige pas de vous 15% de retour sur capital investi tous les ans, c'est quand même plus cool. Voilà. Donc ça, c'est une grande qualité de l'actionnaire patient. Et puis vous avez aussi le capital environnemental de l'entreprise qui figure nulle part au bilan, dans lequel on trouve le territoire. Parce que c'est quand même plus facile de développer un business en ce moment à Pau qu'à Tripoli, par exemple. Enfin, vous me direz, si vous vendez des arbres, ça se discute, mais enfin, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Et puis vous avez le capital naturel. Est-ce que l'entreprise accède à la ressource naturelle dont elle a besoin? Et si tel n'est plus le cas, alors son business peut être en danger. Vous voyez, vous êtes par exemple une pêcherie. Dans le bilan de la pêcherie, vous ne verrez pas les poissons qu'il y a dans la mer. Maintenant, s'il n'y a plus de poissons dans la mer, il n'y a plus de pêcherie. Donc les stocks halieutiques sont une ressource naturelle, qui est un actif pour l'entreprise, mais qui n'est pas pris en compte par la compta. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'immatériel aujourd'hui? C'est parce que ça pèse très lourd. Nous sommes une économie dominée par l'immatériel. Vous voyez par exemple l'étude de la Banque mondiale qui nous dit que l'économie française est immatérielle à 86%. D'après Bercy, quand on investit en France 1 euro dans le matériel, on investit 2 euros dans les immatériels. Voilà. Et je vais vous le montrer. Alors tout ça, c'est des mesures qui sont pas faites à l'échelle d'une entreprise, mais qui sont quand même des mesures qui nous montrent la réalité de ce que sont devenues nos économies modernes. Ce que la Banque mondiale nous dit, c'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays occidentaux, on est dominé par l'immatériel. Ça, c'est un travail assez intéressant qui est fait tous les ans par un cabinet de conseil en finance qui s'appelle Ricol Lasteri et qui montre, c'est pas une méthode de mesure de l'immatériel, mais c'est un très bel indicateur de tendance. En fait, ce que fait ce cabinet tous les ans, ils prennent le CAC 40 et ils le rassemblent en une seule entreprise qu'on pourrait appeler l'entreprise CAC 40. Voilà. Alors, ici, vous voyez, à la fin de l'année 2006, le CAC 40 a une valeur totale de 1200 milliards d'euros. La valeur comptable, donc le niveau de fonds propres du CAC 40, c'est 600 milliards. Donc vous avez déjà 622 milliards de goodwill extra-comptable. En analyse financière classique, on dit ça, c'est les profits futurs. En analyse de capital immatériel, on dit c'est les actifs qu'on a et qui vont permettre de générer ces profits futurs. C'est-à-dire que dans le 622 milliards, il y a les hommes, il y a la marque, il y a l'organisation, etc., les savoir-faire. Hop. Voilà.
Alors ce qui est très intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a dans les fonds propres, parce que tout à l'heure je vous ai dit, au bilan, on ne met pas du gaz. C'est un peu faux, et vous allez voir que pour le CAC 40, c'est très faux. Il y a beaucoup de gaz dans le bilan du CAC 40. Vous avez 254 milliards de goodwill comptable. Alors, en un mot, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'histoire, quand vous rachetez une boîte, en général, vous payez un goodwill que vous mettez à l'actif de votre bilan. Mais ce goodwill-là, qu'est-ce que c'est? C'est le capital immatériel de la boîte que vous avez racheté. Donc le 254 milliards, là, c'est de nouveau du gaz. Et puis il y a 170 milliards d'incorporels, des actifs immatériels que comptablement, que la comptabilité reconnaît. Voilà. Et alors ce qu'il faut retenir de l'affaire, c'est qu'au 31/12/2006, la valeur des actifs matériels et financiers, le solide et le liquide, c'est que 15% du total. Tout le reste, c'est du gaz. Ici, l'année suivante, pareil. 15% de gaz, 15% de solide et de liquide et 85% de gaz. Et l'année d'après, on rentre dans la crise des subprimes. Donc là, on est à la clôture des exercices fin 2008, un mois après la disparition de Lehman Brothers. La valeur le goodwill extra-comptable a fondu comme neige au soleil, voyez-vous. Non pas parce que ces boîtes ont perdu de la valeur, mais c'est parce qu'elles ont été bradées. Voilà, dans la panique. Voilà. Mais malgré tout, y compris dans cette situation-là, les 175 milliards qui sont ici ne représentent que 22% du total. Et donc ça nous laisse penser que nous sommes effectivement, même si tout ça n'est que la résultante de la loi de l'offre et de la demande, puisqu'on regarde là des prix de bourse d'entreprises cotées, ça nous laisse penser que nous sommes à nouveau, conformément à ce qu'on a vu transparent précédent, dans une situation où l'immatériel domine très largement. Et moi je tiens à vous préciser, parce que mon boulot au quotidien, c'est pas d'évaluer le CAC 40, c'est d'évaluer plutôt des petites boîtes, et ben je confirme que ce qui est vrai pour les très grandes est vrai pour les très petites. C'est-à-dire que sans avoir mis le nez dans aucune de vos entreprises, et ben en moyenne, je trouve que les entreprises valent très souvent 3 fois leurs fonds propres. Voilà. Mais cette fois-ci avec une méthode de mesure de la valeur immatérielle en question. Alors, au sein de l'Observatoire de l'immatériel, on a été identifié par le ministère de l'Économie et des Finances en 2009 comme un acteur de référence. Et donc, voilà, on a produit, j'ai eu l'honneur de faire ce travail avec, vous voyez, une trentaine d'experts. On a produit la méthode française de mesure du capital immatériel qui s'appelle Thésaurus Bercy et que vous pouvez télécharger sur le site de l'Observatoire de l'immatériel. C'est libre de droit, donc observatoire-immatériel.com. C'est une méthode à l'intérieur de laquelle on vous propose 2 choses. Alors des choses qui ressemblent, pas tout à fait la même approche, mais qui ressemblent beaucoup au CIM, c'est-à-dire on va vous donner des notes. Est-ce que vos actifs immatériels, est-ce que votre capital client a triple A? Alors on ne vous dit pas triple A, parce qu'en dessous de triple A, qu'est-ce qu'il y a? Personne ne sait. Voilà. Donc on note sur 20. Vous notez sur 9, nous on note sur 20. Voilà. Et donc, on a éclaté les actifs, chaque actif de tout à l'heure, de la liste de tout à l'heure, on les a éclatés en petits morceaux, et on note tous les éléments qui sont susceptibles d'apporter ou de retirer de la valeur aux actifs immatériels. Voilà. Donc derrière chacune des petites boîtes de cet éclaté, vous avez des indicateurs étalonnés. Alors je commente un petit peu, là. Hop là. Le capital client d'une entreprise B2B, parce que le modèle pour les entreprises qui travaillent avec des consommateurs n'est pas le même, c'est premièrement, est-ce que j'ai de la visibilité commerciale, carnet de commandes ou assimilé? Deuxièmement, est-ce que, vous voyez en haut là-bas à gauche, mes clients sont en croissance? Troisièmement, c'est pas est-ce que moi je fais de la croissance chez mes clients, est-ce que mes clients eux-mêmes croissent? Troisièmement, quel est le poids des premiers clients dans le chiffre d'affaires, le risque? Quatrièmement, est-ce que les clients sont solvables? Et idéalement, est-ce qu'ils sont même riches? Cinquièmement, est-ce qu'ils sont connus? Si je vous dis que je travaille avec Airbus, dites-ah quand même, ouais, mais c'est pas vrai. Mais voilà, hein, c'est la notoriété apporte de la valeur, du capital client apporte de la valeur immatérielle à l'entreprise. Ici, le flux de valeur, c'est est-ce que les clients nous permettent de faire un prix qui est satisfaisant, est-ce qu'on dégage de la marge avec eux, et est-ce que la relation est pérenne, est-ce que les clients sont fidèles, est-ce que la turnover de clients, ça coûte une fortune. Et en dernier lieu, est-ce que les clients sont contents de nous, satisfaits? Voilà. Alors vous voyez, là-haut, j'ai toute une série d'indicateurs. Hein, j'ai
20% de mes clients qui ont des problèmes de trésorerie, j'ai une notoriété qui est assez bonne, j'ai 70% de clients satisfaits. Ça nous donne des notes. Alors toutes les notes sont sur 20, sauf les notes des boîtes rouges, qui sont des coefficients de pondération, qui sont notés donc aux alentours de 1. Un petit peu en dessous de 1, ça tire la note vers le bas. Un peu au-dessus de 1, si on fait une multiplication, ça améliore la note. Et donc, le modèle est exclusivement basé sur des multiplications et des moyennes. Voilà. Ici, vous voyez, 11 multiplié par 0,95, ça me donne 10,4. Là, j'ai une visibilité commerciale à 14 sur 20. 10, la moyenne de 10 et de 13,5, c'est 11,7, etc. Et voilà, là j'ai un morceau de mon capital client, ou tout mon capital client, qui est noté à un petit 12 sur 20. Et ça s'interprète comme à l'école. 12 sur 20 à l'école, au bac, vous avez mention assez bien. 14, vous avez mention bien. 16, mention très bien. 10, mention très juste. 9, vous n'avez pas le bac. Et quand vous avez un actif à 9, ben nous on tire un gros warning. Voilà. Et quand vous avez un actif qui est plutôt pas trop mal noté, là vous avez raté la mention assez bien d'un chouïa, on regarde quand même les points de fragilité, là on dit attention, vous avez un problème de satisfaction de votre clientèle, il y aurait un plan d'action à mettre en œuvre là-dessus. Voilà. Et comme je vous ai expliqué, derrière chacune des petites boîtes de l'éclaté, vous avez des indicateurs étalonnés. Donc j'ai un an de carnet de commandés plus, ça me donne 20 sur 20, mon carnet de commandés vide, ça me donne 0. Et tout ça, ben, c'est à votre disposition, y compris Henri, vous êtes dans la V2 de CIM, peut-être pour en tenir compte, libre à vous. C'est vraiment mis à disposition par l'Observatoire, avec un fort appui du ministère de l'économie et des finances derrière. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça nous amènerait trop loin. Je veux juste vous indiquer que les méthodes existent et elles ont pignon sur rue aujourd'hui, parce que moi j'interviens beaucoup en fusion-acquisition, pour valoriser financièrement l'entreprise sur la base de son capital immatériel. À telle enseigne qu'ici, vous avez une valorisation de tout le CAC 40 basée sur son capital immatériel. Alors ça, c'était une situation, je ne vais pas actualiser mon transparent, mais on fait ça une fois tous les 6 mois. Ça, c'est une situation d'il y a un an. Vous voyez, un an total là-haut avait une valeur de référence immatérielle de 139 milliards. Vous la voyez, je n'ai pas de pointeur. Alors que le marché en donnait 97 milliards. Alors il y a un an, le CAC 40 était à 3000 points. Selon la vision immatérielle du CAC 40, il aurait dû être à 5000. Et la suite de l'histoire nous donne plutôt raison, parce que fondamentalement, d'abord, ça s'améliore, et puis ensuite, les entreprises du CAC 40 passent très bien la crise. C'est pas elles qui souffrent. Enfin, elles souffrent un peu, mais pas comme les PME. Donc ça, c'est juste, je ne rentre pas dans les détails, pour vous dire, évaluer le capital immatériel d'une entreprise en termes extra-financiers, ça sert plutôt pour le management. J'ai un point de fragilité dans mon capital humain, quel plan d'action? Mais vous pouvez aussi l'évaluer en euros pour justifier d'un prix. Voilà. Et éventuellement, pour contester ou pour confirmer une évaluation par la méthode des cash flows, par exemple, ou par la méthode des multiples de l'EBE. Alors, j'en ai quasiment terminé. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le lien entre le capital immatériel. Nous venons de faire une excursion, là on a quitté la RSE, on est passé dans le capital immatériel. Maintenant on va revenir à la RSE et montrer en quoi la RSE est susceptible de générer du capital immatériel. Vous avez ici 3 manières différentes de voir la même entreprise. La première façon de voir l'entreprise là-haut, c'est de l'analyse financière stricto sensu. C'est vachement important, hein, mais c'est stricto sensu. En analyse financière stricto sensu, les clients, c'est des revenus, du chiffre d'affaires, puis au bilan, c'est des créances. Les salariés, c'est une charge, la masse salariale. Les actionnaires, c'est des fonds à rémunérer, sinon on n'arrive pas à les garder. Les fournisseurs, c'est des charges, au bilan, c'est des dettes. Et l'environnement, s'il y a une écotaxe qui traîne dans le coin, hop, c'est une charge. Voilà. La deuxième façon de voir l'entreprise, c'est la ligne du milieu dans mon tableau, c'est la notation RSE, l'évaluation de responsabilité sociétale des entreprises. Et là, en fait, quand un auditeur de Vigeo de l'AFNOR vient vous voir, il vous pose une question, qui est une question fondamentalement très très basique. Qu'est-ce que vous faites
pour vos parties prenantes. Voilà. Qu'est-ce que vous faites pour vos parties prenantes? Retenez le verbe faire. Qu'est-ce que vous faites? Alors, est-ce que vous faites de la qualité? Est-ce que vous servez de la qualité à vos clients? Est-ce que vous cherchez la satisfaction de vos clients? Est-ce que vos contrats sont éthiques? Est-ce que vous tenez la promesse, etc., etc. Est-ce que vous avez un comportement éthique vis-à-vis de vos clients? Est-ce que vous avez un comportement éthique vis-à-vis de vos salariés? Santé, sécurité au travail, respect du salarié, conditions de travail, dialogue social, etc., etc. Est-ce que vous respectez vos actionnaires? Un délit d'initié, par exemple, c'est pas très RSE, vous voyez? C'est pas cool, ça, RSE, le délit d'initié. Bon. Respecter le grand, le petit porteur, des pactes d'actionnaires équilibrés, de la transparence, etc., etc. Est-ce que vous respectez vos fournisseurs? Respect des délais de paiement, par exemple. Mais est-ce que vous êtes également sur ce terrain-là vigilant pour ne pas faire travailler des fournisseurs peu scrupuleux? Parce que sinon c'est trop facile, on externalise le sale boulot et on dit moi je suis responsable. Alors il y a des fournisseurs qui font bosser des enfants dans des conditions épouvantables, mais ma pauvre dame, qu'est-ce que j'y peux? Et puis est-ce que vous avez une politique de protection de l'environnement? Qu'est-ce que vous faites pour toutes vos parties prenantes? La troisième façon de voir la même entreprise, c'est la vision capital immatériel. Il y a des points de similitude entre la RSE et le capital immatériel. En dessous, on ne dit pas qu'est-ce que vous faites pour vos parties prenantes, on dit quelle est la valeur des parties prenantes pour vous. Donc sur la RSE, on vous demande ce que vous faites, et sur le capital immatériel, on vous demande qu'est-ce que vous avez. Voyez, le verbe qui est clé en RSE, c'est le verbe faire, faire avec éthique, et le verbe qui est clé en capital immatériel, c'est le verbe avoir. Est-ce que vous avez des bonnes ressources? Et est-ce que ces ressources sont en bon état? Donc, moi, quand j'évalue le capital immatériel d'une entreprise, je n'évalue pas, je ne fais pas un audit ISO 26000. Je regarde si les clients sont fidèles. Est-ce qu'on les respecte? Je m'en fous. Moi, je veux qu'ils soient fidèles, parce que le turnover des clients, ça coûte cher. Bon. Est-ce qu'ils sont en bonne santé financière? Voilà. Et est-ce ils nous permettent de faire de la marge? Etc., etc. Tous les autres critères qu'on a vus tout à l'heure. Est-ce que les collaborateurs sont fidèles? Est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils sont bien encadrés? Est-ce qu'ils sont créatifs? Est-ce qu'ils sont commerçants? Etc., etc. Est-ce que les actionnaires sont patients, sont matures, sont de bons ambassadeurs de l'entreprise, ont un gros carnet d'adresses, etc. Est-ce que les fournisseurs sont loyaux et délivrent de la qualité? Est-ce que j'ai accès à la ressource naturelle dont j'ai besoin? Vous voyez ici, je ne suis pas en train de regarder si je réduis mon externalité négative sur le plan environnemental, je regarde, j'ai besoin de matières premières, est-ce que j'y accède? Est-ce que j'accède au capital naturel? Bon. Alors bien sûr que ce sont des notions différentes, qu'est-ce que vous faites d'un côté, qu'est-ce que vous avez de l'autre, mais ce sont des notions fondamentalement interdépendantes. Je n'ai aucune chance d'avoir un bon capital client si je ne respecte pas mes clients. Dès qu'ils ont pris conscience, ils partent. Bon, en ce moment, il y a du chômage, donc même si je ne respecte pas les salariés, ils vont rester un peu. Mais pas indéfiniment. Dès qu'ils pourront, ils partiront. Et les premiers seront les meilleurs à partir. Les meilleurs à partir. Les meilleurs seront les premiers à partir, je vais y arriver. Voilà. Et puis, alors à beaucoup plus long terme, si je bousille tout l'environnement, ben je finirai par n'avoir plus un bon capital naturel. Donc la seule chose qui diffère entre le début et la fin du tableau, c'est le timing. Vous ne respectez pas les clients, ils partent tout de suite. Vous bousillez l'environnement, ça peut prendre un siècle avant de n'avoir plus de capital naturel. Mais fondamentalement, c'est la même relation. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire, si je n'ai pas de RSE, je mets en danger 2/3 de la valeur de l'entreprise. Je bousille mon gaz. Voilà. Ça, c'est sûr. Maintenant, je peux avoir une très belle démarche RSE et n'avoir pas pour autant un bon capital immatériel. Par exemple, vous poupoulez vos salariés, vous n'avez pas papoule, voilà, avec les salariés, puis vous avez une bande de bras cassés. L'un n'empêche pas l'autre. Si, vous êtes d'accord? Si je ne respecte pas mes salariés, j'aurai jamais un bon capital humain. Mais ce n'est pas parce que je respecte mes salariés que j'aurai un bon capital humain. Il faut en plus, par exemple, être bon recruteur. Voilà. Et en ISO 26000, on ne vous demande jamais si vous êtes bon recruteur. On vous demande est-ce que vous respectez vos salariés. C'est différent, vous voyez. Alors je le dis avec des termes un petit peu plus comptables. J'avais un transparent de plus. Là, vous avez une carte de capital humain. Le capital humain d'une entreprise, on va regarder est-ce que les collaborateurs sont efficaces, travaillent vite et bien,
Est-ce qu'ils sont bien encadrés, compétents, sereins, motivés? On va regarder s'il n'y a pas trop de coûts cachés du travail. On mesure le coût du turnover, le coût de l'absentéisme, le coût des périodes d'essai interrompues, le coût des conflits sociaux, le coût des litiges au prud'homme. Tous ces coûts-là, il peut y avoir des coûts énormes du travail qui sont cachés. On regarde si les équipes ont la bonne taille et on regarde si les collaborateurs ont des bons managers. Ça, c'est de l'immatériel. Est-ce que j'ai une bonne équipe? Et puis les parties vertes, c'est de la RSE. Par exemple, dans l'ISO 26000, vous avez une incitation pour faire attention à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Ça, c'est de l'ISO 26000. Si vous avez travaillé là-dessus, ce que ça génère comme valeur immatérielle, c'est que vous réduisez votre turnover. Voilà. Il y a une exigence de l'ISO 26000 qui n'est pas une exigence du capital immatériel, c'est mettre de la diversité dans le capital humain. On a montré que la diversité générait de la compétence. Par exemple, chez L'Oréal, ils ont fait un carton en mettant des femmes black dans les équipes marketing. Parce que les femmes black se sont mis à fabriquer des produits marketing très innovants pour les blanches, mais qui étaient des produits dont les femmes à peau mate et foncée avaient besoin. Voilà, la diversité a généré de la compétence, etc., etc. Donc ce qui est en vert, c'est de la RSE, ce qui est en jaune, c'est du capital immatériel. Ce que je fais influe sur ce que j'ai. Et si je le dis, alors c'était ce transparent, mon transparent final, si je le dis en termes plus comptables, pour revenir à la comptabilité, là je vous ai fait un bilan qui n'est pas du tout réglementaire, voilà, qui est un bilan immatériel et RSE. Alors celui-là on n'a pas le droit, il n'est pas dans les manuels. Donc à l'actif j'ai mis tout, c'est-à-dire les actifs, les immobilisations, les actifs circulants, et puis je me suis autorisé à mettre les choses que la comptabilité m'interdit à mon actif, c'est-à-dire ma ressource client, ma ressource humaine, ma ressource partenaire, mon savoir-faire, mes marques, mon organisation, tout. Voilà. Mon solide, mon liquide et mon gazeux, là j'ai fait un bilan étendu. Voilà. Qui complète encore une fois ce que la comptabilité impose en termes de règles de prudence. Là c'est un bilan moins prudent. Et puis, qu'est-ce que je mets au passif? Je mets au passif les fonds propres et puis le goodwill que je dois à mes actionnaires. J'ai des dettes, parce que par exemple, j'ai des dettes fournisseurs, j'ai des dettes sociétales, les dettes fiscales et sociales, mais je peux mettre d'autres dettes. Par exemple, si je veux jouir durablement d'un bon capital naturel, peut-être faudrait-il que je pense de temps en temps à m'acquitter de mes dettes environnementales. Ce qu'on a fait au XXe siècle, c'est qu'on a creusé les dettes de partout. Les dettes souveraines, 90% du PIB en France, c'est de la dette. Les dettes sociales, 8 millions de pauvres en France. Les dettes environnementales, 75% des stocks halieutiques sont surexploités. Le désert touche un tiers des terres émergées. Enfin, je ne vais pas faire mon Nicolas Hulot, mais on a effectivement creusé les dettes environnementales. Et ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? En substance, je suis en train de dire, si à l'actif de mon bilan étendu, j'ai le droit de mettre tous mes actifs immatériels, il semblerait assez pertinent qu'au passif, je mette les ressources financières qui sont requises pour payer toutes mes dettes sociales et environnementales. Voilà. Donc, la RSE est au passif, tandis que le capital immatériel est à l'actif. Voilà un peu l'idée qu'on peut, et ça permet, là, pour ceux d'entre vous qui sont, monsieur là-bas, comptable, commissaire aux comptes ou expert comptable, voilà, c'est une proposition d'articulation de la RSE avec le capital immatériel dans une perspective de performance économique durable. Voilà. Donc, ce que j'ai essayé de partager avec vous, j'espère que je n'ai pas été trop long, c'est si vous vous y prenez bien, si nous nous y prenons bien, dans nos entreprises, nous sommes en capacité de générer une RSE qui nous permet de gagner de l'argent. Voilà. Et c'est indispensable de gagner de l'argent. Parce qu'une entreprise qui ne gagne plus d'argent, c'est comme un être humain à qui vous coupez l'oxygène. Ça ne dure pas autant que les impôts. Voilà, je vous remercie. Sur le jeu des questions-réponses, il y en a peut-être parmi vous qui ont quelques questions à poser à Alain Fustek. Profitez-en.
On n'aura pas tous les jours des intervenants de ce niveau-là. Vas-y Raymond, à toi la parole. Est-ce que vous nous laissez quelques traces de tout ce que vous nous avez dit? Pardon, monsieur? Est-ce que vous nous laissez quelques Le traces? PowerPoint est à vous. Oui, oui. Oui, Voilà, Oui. ceux qui le veulent pourront avoir merci accès au beaucoup, PowerPoint. merci beaucoup, parce que Merci. Donc le PowerPoint sera accessible sur En le ligne. site, En ligne. Oui, vous le diffusez tant que vous voulez. sur le site IDESO. Vous voulez dire qu'avec un bilan financier RSE, on aurait pu éviter Goldman Sachs? Non, je ne pense pas du tout, malheureusement pour nous. La faillite de Goldman Sachs, c'est autre chose. Hein. Vous connaissez l'histoire, hein. On fabrique des produits dérivés. Les subprimes, c'est ça. Hein. C'est-à-dire vous vendez des prêts immobiliers à des gens dont vous savez fondamentalement qu'ils ne sont pas solvables. Et ensuite, vous disséminez ces prêts immobiliers pourris dans des produits recomposés, des produits structurés, où vous avez des choses qui sont très, très solides et d'autres qui sont très très risquées. Voilà. Et c'est un peu comme si vous mettez un petit peu de viande hachée pourrie vous avez un steak haché pourri, puis vous le diluez dans 5000 steaks, vous voyez ce que je veux dire, puis là vous jetez tout, quoi. Donc ça, à un moment donné, c'est une décision qui est une décision scélérate, comment dirais-je, on va pas retrouver. Enfin, ça se situe à un autre niveau, même si je comprends votre question, ça finirait par se retrouver dans un bilan RSE, mais ça se situe à l'origine à un autre niveau que comment dirais-je, le niveau strictement comptable. Il y a une posture de commercialisation qui est apocalyptique, quoi, vous voyez. Voilà. Surtout qu'en plus, comme vous le savez, il y a une dérive conjointe des banques d'investissement et des agences de notation, puisque tous les produits structurés, comment dirais-je, à l'intérieur desquels vous aviez des subprimes, ont reçu des notes de AAA. Donc ça veut dire que les agences, les Moody's, Standard & Poor's et ainsi de suite, ont joué un jeu qui n'était pas non plus un jeu acceptable dans le cadre de la crise des subprimes. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, ça a continué depuis. Comment considérez-vous les fournisseurs d'une entreprise? Vous avez parlé des clients. Les fournisseurs sont pour moi un actif immatériel que j'inclus dans le capital partenaire, voyez. C'est-à-dire que dans les partenaires, vous allez avoir tous les partenaires. Vous avez vos partenaires fournisseurs qui sont stratégiques. Vous allez y trouver aussi votre banquier, votre assureur, votre avocat, votre expert comptable, enfin tous les partenaires avec qui vous allez faire réussir l'entreprise ou pas. Et les fournisseurs sont dedans, enfin plus particulièrement les fournisseurs stratégiques, bien sûr. Voilà. Oui, monsieur. Oui, vous avez parlé de la notation, on a bien vu la manière dont c'est bâti. Par contre, pour arriver jusqu'à la dernière diapo où on bâtit un compte Ouais. il y a bien une conversion en euros quelque part. Ouais. Alors, Comment on fait? Alors en fait, bienvenue avec cette question parce que ça manquait dans mon propos. Je ne voulais pas rentrer trop dans les détails. Les techniques qui servent à évaluer les actifs immatériels sont des techniques qui sont connues de longue date et qu'on utilise pour activer au bilan des entreprises des actifs incorporels. Donc les incorporels, c'est cette fraction du gaz que sous certaines conditions on met au bilan. Voilà. Et ces techniques-là, ce sont celles qu'on utilise pour évaluer tout le reste de l'immatériel qui est non comptable. On peut considérer, enfin il y a plusieurs méthodes, mais je vais vous en citer deux pour ne pas être trop long. La première méthode, c'est la méthode du coût de remplacement. C'est-à-dire, vous dites, aujourd'hui j'ai un capital humain, dans mon entreprise j'ai 50 personnes, qu'est-ce que ça me coûterait de re-recruter et de reformer mes 50 collaborateurs? Voilà. Et là, j'ai un coût de remplacement. Ensuite, alors vous voyez au passage qu'on n'a pas, dans ce que je dis là, converti la note en euros. On a calculé un coût de remplacement. La note, à quoi elle sert? Eh bien, elle va vous servir ensuite à appliquer des décotes. C'est-à-dire que si vous avez une bande de bras cassés, donc une mauvaise note à votre capital humain, eh bien le coût de remplacement, on va l'amputer
on va l'amputer parce que on va réduire la valeur parce que les collaborateurs que vous avez à l'évidence ne sont pas au niveau de ce que vous pouvez trouver sur le marché. Vous voyez ? Donc ça, c'est le coût de remplacement qu'on ajuste avec les notes les cotations extra-financières. Il y a une deuxième méthode, qui est une méthode plus complexe à mettre en œuvre, mais plus pertinente, qui est de calculer ce que les actifs immatériels de l'entreprise peuvent générer comme profit dans le futur avant qu'ils soient totalement dépréciés. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, c'est très utilisé sur les marques, quand on calcule la valeur d'une marque, on va regarder l'avantage prix et l'avantage volume par rapport à un même produit ou un produit analogue, marque distributeur. Et la part de cash flow générée par la marque, qu'on actualise, nous permet de calculer la valeur de la marque. Et à nouveau, quand vous êtes sur un calcul de valeur, cette fois-ci de rendement et non pas un coût de remplacement, les notes que vous avez obtenues à l'évaluation extra-financière vous permettent d'appliquer des décotes. Et il y a quand même la partie dette sociétale et dette environnementale, le poisson qui n'est plus dans l'océan. Comment dirais-je, la valeur de votre ressource naturelle s'évalue de la même façon. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ben voilà, j'ai des stocks, restons sur le poisson. Hein, mais on pourrait prendre un exemple qui est un exemple plus proche d'ici. Hein, vous êtes propriétaire d'un hôtel dans une station de ski des Pyrénées. Nulle part dans le bilan de l'hôtel, vous ne verrez la neige. Voilà. Maintenant, s'il n'y a plus de neige à cause du réchauffement, maintenant, en ce moment, c'est un peu le contraire, mais peu importe. Si avec le réchauffement climatique, il n'y a plus de neige, la valeur de l'hôtel fond. Comment vous allez valoriser la neige ? C'est le sens de la question. Quelle est la part des cash flows de l'hôtel qui disparaît si j'ai plus de neige ? Et c'est la valeur de la neige. Voilà. Merci. Donc ça se valorise pareil. Merci beaucoup. Merci.